bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence à l'école du Morse, où une atmosphère pesante enveloppe le bâtiment, habituellement rempli des rires des enfants. Soul court à travers l'obscurité de la nuit, tentant d'arrêter un groupe d'enfants qui marchent en état de somnambulisme. Leur visage est vide, leurs yeux fermés, comme s'ils étaient contrôlés par une force invisible qui les guide dans la direction indiquée par la flèche de Gunko. Pris de panique, Soul attrape la main d'une petite fille en tête du groupe, mais une douleur fulgurante transperce immédiatement sa paume. Il recule brusquement et découvre du sang coulant de sa main d'épine invisible entourant le corps de la fillette non blessée. Dans le village des géants, des flammes s'élèvent haut dans le ciel nocturne, menaçant de tout réduire en cendres. Les équipes de pompiers sont rapidement déployées pour tenter de maîtriser la situation, mais un nouveau danger surgit. Depuis les profondeurs de la forêt obscure, une silhouette gigantesque apparaît lentement, un squelette colossal, semblant revenir d'entre les morts. Ce monstre effrayant n'est autre que l'incarnation des peurs des enfants. Les géants du village, y compris Jarul, Dory et Kashi, restent figés, stupéfaits par la vision de cette créature semant le chaos en pleine forêt. Pendant ce temps, bien loin de là, Nami, Usopp et Jinbe réagissent avec horreur en apprenant les incendies et le chaos qui frappent l'école. Dans un tout autre endroit, 3 chevaliers sacrés sont confortablement installés dans une salle luxueuse, savourant un repas raffiné à une table ornée de chandeliers dorés. Ils ne se contentent pas d'observer la scène, ils en profitent pleinement. Summers éclate de rire, visiblement satisfait en commentant à quel point il est amusant de voir un géant transpercé par des épines invisibles. Pour lui, l'amour est une passion, et cette passion pousse les gens à endurer la souffrance pour ceux qu'ils aiment. Il affirme que leur jeu ne se limite pas à l'enlèvement des enfants, mais qu'il vise aussi à créer des scènes tragiques où les parents, en dépit de la douleur, enlacent leurs enfants ensorcelés. Pendant ce temps, ces derniers sont prisonniers d'un cauchemar devenu réalité, regarder leurs parents souffrir et mourir sous leurs yeux. Summers, grâce au pouvoir du fruit du démon Iba Ibanomi, est devenu un homme, épine capable de créer et manipuler des ronces à volonté. Pendant ce temps, Gunko, un homme au visage entièrement recouvert de bandages, joue un rôle clé dans le contrôle des enfants avec ses flèches ensorcelées. Il les pousse à marcher droit vers le centre du village, laissant les géants désespérés, incapables d'arrêter ce phénomène inquiétant. D'un autre côté, Killingham réalisa qu'ils avaient besoin de sel pour une raison encore inconnue. Tranquillement, il s'adressa à Summers, et un étrange nuage apparut au-dessus de la tête de ce dernier, comme s'il imaginait quelque chose. Sans dire un mot de plus, Killingham utilisa son pouvoir pour endormir Summers, et du nuage, du sel apparut. Killingham possédait le pouvoir du fruit du démon Ryu no Mi, modèle Kirin, qui lui permettait de matérialiser des éléments issus des rêves. Grâce à cette capacité, il créa du sel à partir des pensées de Summer et le nomma Aspatch Rock Salt. À ce moment-là, Summer se rappela quelque chose en lien avec MMA, mais aucune explication supplémentaire ne fut donnée sur la signification de ses initiales. Pendant ce temps, Gunko, habituellement silencieux, laissa transparaître une légère expression lorsqu'il goûta la nourriture issue du rêve de Killingham. Bien qu'il continue de cacher son visage sous des bandages, son corps trahit des signes de satisfaction, même si cette nourriture ne contenait aucune énergie réelle, puisqu'elle provenait d'un rêve. Summer commença à penser que ce jeu était trop facile. Si les enfants pouvaient être transportés rapidement sur le navire, alors il n'y aurait plus de véritable défi. Cependant, Gunko lui rappela que tout pouvait changer, surtout parce que le Yonkou Chapeau de Paille était également à Elbaf. Finalement, les chevaliers divins tournèrent leur attention vers la branche numéro 8, où les enfants se dirigeaient vers les flammes ardentes. Mais pour Summer, si ce groupe ne pouvait pas terminer le jeu, il suffirait simplement d'en trouver un autre. Dans un endroit sombre et terrifiant, dans le monde souterrain de l'Underworld, Loki se tenait, rempli de rage. Il menaçait de tuer tout le monde, mais soudain, Luffy passa à l'action. Dans une scène impressionnante, Luffy utilisa une nouvelle technique appelée Udfusen. Son bras se gonfla, semblable à la technique Onfusen. Mais cette fois, seul son bras droit grossit. Avec un coup qui semblait léger, il frappa le corps de Loki. Cependant, ce qui se produisit surprit tout le monde. Loki tomba immédiatement dans l'inconscience. Zoro, observant la situation avec attention, comprit quelque chose. Loki était au bord de la mort, et il soupçonna que ce dernier n'avait fait que bluffeur depuis le début. Peut-être que son véritable objectif était simplement de se faire enlever les menottes en kairoski à ses pieds, mais au lieu de s'échapper, il s'effondra, incapable de bouger. Fidèle à ses principes, Luffy demanda au géant d'aider Loki. Il refusait de voir quelqu'un mourir, peu importe qui il était. Sa demande toucha les cœurs des géants et finalement Gerd et plusieurs autres acceptèrent de lui porter secours. Ils commencèrent immédiatement à soigner ses blessures. Au milieu de tout cela, un flashback se dévoila, une histoire sur le passé de Hajruddin et Loki.
Quand ils étaient enfants, Loki était déjà bien plus grand et plus fort que Hadrudin. Lors d'une conversation avec le roi Harald, ce dernier s'adressa à Loki et Hadrudin avec espoir. Cependant, même si Harald les considérait tous les deux comme les héritiers d'Elbaf, Loki refusa d'accepter Hadrudin comme son frère. Dans un combat d'enfance, Loki vainquit facilement Hadrudin avec une canne à beau épineuse qu'il possédait depuis tout petit. Avec mépris, il déclara qu'il ne reconnaîtrait jamais Hadrudin comme son frère. Il alla même jusqu'à insulter son ascendance, le traitant de bâtard, et affirmant que le sang de sa mère était souillé. De retour au présent, la colère que Hadrudin avait refoulée pendant des années finit par exploser. Rempli de haine, il leva sa hache, prêt à frapper Loki. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Rod et Stanson se précipitèrent pour l'arrêter. Ils tentèrent de le calmer, mais Hadrudin n'arrivait plus à contenir ses émotions. Au milieu de cette tension, Loki, faible et presque à bout de force, parla pourtant d'une voix posée. Ces paroles surprirent Hadrudin. D'une voix faible, Loki lui demanda d'observer toute la forêt et l'avertit de ne pas se laisser aveugler par sa vengeance personnelle. Hadrudin resta figé, choqué par les mots de Loki. En un instant, sa rage se mêla à la confusion. Se pouvait-il qu'il ait tout mal compris depuis le début? Et plus surprenant encore, Loki laissa entendre quelque chose d'inattendu. Voulait-il réellement tuer leur père? Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.